À l'époque de Mazois, les premiers visiteurs de Pompéi pouvaient se voir confrontés à ces mises en scène macabres. Tout autre est l'enjeu du procédé découvert par Fiorelli, qu'on observe ici à l'œuvre et dont on mesure une efficacité capable de restituer le détail d'un vêtement. En enfermant les restes des victimes dans cette enveloppe de plâtre, Fiorelli les renvoie à l'humain dans le moment même de leur mort. Et ce ne sont pas seulement leurs derniers instants, c'est aussi la présence de leur vie quotidienne que ce même procédé fait renaître. La porte à 2 battants qu'il leur fallait pousser, par exemple, ou le jardin dont ils goûtaient le charme, redessiné comme ici chez les Wettii, à partir des traces laissées dans la terre par la végétation. Cette recréation peut prendre la forme d'une pure et simple reconstruction. Ici, en instance, dans une maison d'Herculanum, si l'on en juge d'après l'état de l'impluvium, et là en acte, dans la maison voisine, on distingue même au fond, vêtu de rouge, l'ouvrier chargé des travaux. La maison des noces d'argent, d'habitude fermée au public, fournit l'exemple inverse d'une restauration perpétuellement différée. Voici, qui l'aurait cru, un triclinium d'été, avec au premier plan sa fontaine, au-dessous d'un poirier moderne, aux fruits, nous dit-on, particulièrement savoureux. En contraste avec cet abandon, on déplorait récemment dans un rapport de l'UNESCO, le triclinium d'été de la maison du cryptoportique dérangerait presque par sa perfection trop lisse. On s'accorde, il est vrai, à souligner l'ambivalence de toute reconstruction. Sortie de terre en 1913, la demeure de Julius Polybius réclamait à l'évidence la protection d'un toit, mais on sait aujourd'hui que le béton qu'on y a employé, au-delà de l'apparence, fragilise l'ensemble. 2 exemples permettront pour finir d'interroger ces reconstructions effectuées dans l'intérêt du public, symptomatiques d'un souci de vulgarisation, le mot n'est pas obscène, qui a habité notamment Mayuri. Cette calèche de campagne de la maison de Ménandre, dont seuls sont authentiques quelques éléments de métal, apparaîtra sans doute moins directement marquée par le sceau de la nécessité que ce pressoir à vin de la Villa des Mystères, assurément précieux pour qui cherche à comprendre le fonctionnement d'une installation quasi industrielle. L'archéologue épris de vulgarisation n'est pas si loin du pédagogue, dont on voudrait, à présent, inventorier les divers instruments. Une reconstitution graphique comme celle-ci, œuvre d'un émule de Mazois, éclaire l'organisation de la maison romaine, construite autour du recueil de l'eau de pluie par le biais en haut du compluvium et en bas de l'impluvium, relié à une citerne où l'on puisera autant que de besoin. L'atrium de la maison dite de Casca-Longus à Pompéi montre un impluvium orné de marbre de couleur, au-dessous d'un compluvium garni d'une profusion d'antéfixes et de gargouilles. À Herculanum, la maison à la cloison de bois déploie ce même dispositif dans un espace si vaste qu'il a fallu le diviser par une cloison articulée. Autre outil pédagogique précieux, cette maquette de la maison du poète tragique donne à voir les 2 pièces à usage commercial aujourd'hui disparues qui flanquaient le vestibule d'entrée et son cahuécanem. Une vue de côté sur le thermopolium inclus dans la façade, dont on entrevoit le comptoir, permet de comprendre le fonctionnement des volets de bois glissant dans la feuillure du seuil, agencement d'ailleurs confirmé par cette photographie prise rue de l'Abondance. La bande dessinée historique n'est pas forcément sans mérite. Mais que penser de cette boutique de la Griffe Noire de Jacques Martin, séparée de la rue et de sa clientèle potentielle par une demi-douzaine d'amphores hauts plantés dans le bois du comptoir? L'archéologie les remet à leur place, avec cette photographie de la boutique d'Azélina prise en 1912 lors de son dégagement. Voici la même boutique en 1981, exposant au premier plan la panse creuse de ces dahlias encastrés dans le comptoir. Ce dessin de David Macaulay, extrait de sa Naissance d'une cité romaine, tranche définitivement la question. Mais revenons à Jacques Martin. Cette plaque de rue d'une des dernières vignettes de la Griffe Noire emprunte à Mazois un décor de lampe représentant une meule actionnée par un âne. Décor de lampe que l'auteur des ruines de Pompéi utilisait en complément d'une planche consacrée à une boulangerie dont nous apercevons, il faut y regarder de près, les 2 meules placées en enfilade. Distinguons, ce n'est pas la boulangerie de Mazois que montre cette photographie, à preuve, sur la gauche, au-dessus du four, cette niche vide porteuse autrefois d'un phallus apotropaïque. La coupe de Macaulay
expose avec clarté le fonctionnement d'une meule de boulanger mue par la force des bras d'un ou plutôt deux esclaves. L'atelier de boulanger où nous invite Peter Connolly, autre figure de proue d'une antiquité revisitée, met en scène, actionnée par un âne, une meule équipée d'un cadre de bois, cadre absent dans la lampe de Mazois. Voici maintenant une autre illustration du même Connolly, elle aussi puisée aux meilleures sources. C'est une portion de la rue de l'Abondance qui anime à côté de la fontaine une boutique aux 4 dieux. Ici, un Apollon solaire, la frise se continue avec dans l'ordre Jupiter, Mercure et Diane. Boutique dont la façade effectivement se distingue in situ par une Vénus protectrice du commerce, coiffée d'un diadème d'or. Elle tient dans sa main droite un rameau d'olivier, tandis que la main gauche s'appuie sur un gouvernail renversé et tient un sceptre. Le commerce et le divin font si bon ménage à Pompéi qu'on a pris parfois l'un pour l'autre. Témoin, ces 12 bases en rond dans un espace quadrangulaire à côté du forum, où Mazois et ses contemporains plaçaient les statues des 12 dieux réunis dans leur panthéon. C'est en fait, à l'exemple du prétendu temple de Sérapis à Puzzole, un édifice circulaire au centre du marché, abritant un bassin dans lequel les marchands de poissons lavaient et écaillaient le produit de la pêche locale. Parallèlement à la photographie, qui ne peut photographier que ce qu'elle voit, l'illustration, telle que l'entendent Connolly ou Macaulay, agit souvent comme un révélateur. Mis en présence de ces piliers de briques marqués d'une saignée verticale, si nombreux à Pompéi, le visiteur s'interroge et voudrait comprendre. Le regard plongeant auquel nous convie Macaulay donne la clé de l'énigme. Herculanum, et surtout Pompéi, fonctionnent à l'évidence comme un prodigieux réservoir de mythes sur lesquels l'image et la littérature ont brodé à l'envi. Les forme in gesso, les formes en plâtre de Fiorelli font retour par exemple chez Jacques Martin dans une séquence africaine de la Griffe noire à travers ces guerriers pétrifiés surpris, nous dit l'auteur, par une pluie de cendres lors d'une éruption du volcan local. Les Ultimi Giorni di Pompei de Mario Bonnard et Sergio Leone déversent quant à eux sur la ville non pas les nuées toxiques de la réalité, mais les flots d'une lave incandescente qui n'aurait guère laissé, en toute logique, de ruines à explorer. Ce Pompéi hollywoodien tout récent, à l'issue d'une pluie de feu aux accents très modernes, transformera ses deux amants en deux statues de pierre. Hommage à Fiorelli ou citation des visiteurs du soir? Sur un mode plus classique, le XIXe siècle, fasciné par les tableaux d'histoire, a poussé très loin, avec Alma Tadema tout particulièrement, les noces de la grande peinture et de l'érudition. Arrêtons-nous d'abord sur la voie des tombeaux devant le banc semi-circulaire de la prêtresse Mamia. C'est ce banc qui sert de décor aux Silver Favorites, où 3 patriciennes oisives d'allure très victorienne nourrissent des poissons argentés évoluant dans un bassin de marbre. Ce même exèdre, marqué à droite d'une touche japonaise, est le lieu d'une attente infiniment suspendue, Expectations. Retenons pour mémoire la nouvelle de Théophile Gautier, à l'érotisme discrètement funèbre. Mais c'est sans doute le roman d'Edward Bulwer-Lytton qui a inscrit dans l'imaginaire collectif la trace la plus profonde, sensible déjà dans ses illustrations d'une édition anglaise. Voici Nydia, la bouquetière aveugle, surprise au cœur d'une nuit très pré-raphaélite, et voilà, construit sur l'opposition dramatique entre un factionnaire immobile et une foule en transe, un instantané de la catastrophe finale. Une belle marcheuse, dont on sait qu'elle ornait avec d'autres témoignages de l'Antiquité le cabinet du docteur Freud, accompagnera les premiers pas de la psychanalyse sous l'œil de son fondateur. Cette ultime photographie, prise à l'heure où le site est encore désert, pourrait accompagner le voyage d'Octavien, le héros d'Aria Marcella, à l'intérieur de la cité antique. Ses pieds, sans qu'il en ait conscience, le portèrent à l'entrée par laquelle on pénètre dans la ville morte. Il déplaça la barre de bois qui la ferme et s'engagea au hasard dans les décombres. Chiamato-mo sapere